le 14 avril 2003 dans les bureaux d'une grande banque de Wall Street. Les amis et collègues de Maria Cruz s'inquiètent. Elle n'est pas rentrée travailler aujourd'hui et ce n'est pas du tout dans ses habitudes. Il l'appelle, mais elle ne répond pas. Plus tard, il passe à son appartement. Il frappe et personne. La police est prévenue. Maria Cruz, 35 ans, ne sera plus jamais revue vivante. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Avec Malice. Ici, on traite de True Crime. Les individus menteurs, manipulateurs et lâches comme Dean Faylo croient que dépasser un peu les bornes n'ont aucune conséquence. Mais vous allez voir que ce n'est pas le cas. Dean Faylo franchira toutes les limites, sans remords, sans jamais se soucier de personne, jusqu'au jour où il ira trop loin. Jusqu'à la mort de Maria Cruz. C'est l'unité des personnes disparues qui s'occupe du cas de Maria Cruz. Ses parents arrivent des Philippines pour aider la police. C'est là où est née Maria. Elle a immigré il y a quelques années à New York. Son rêve, travailler dans la finance. Et quand elle est arrivée, de suite, elle s'est inscrite dans une université. Elle a eu des notes excellentes. À sa sortie, elle est recrutée par la banque Capital Barclay, une des plus grandes banques de New York. À la plus grande joie de ses parents, Maria est autonome. Elle se débrouille très bien. En plus, elle a un très bon salaire. Elle s'achète un appartement près de son lieu de travail, près de Wall Street. Ensuite, elle invitera souvent ses parents à New York pour venir la voir. Ils diront qu'elle était heureuse, épanouie dans cette ville. La famille de Maria pose des flyers partout dans la ville et ils se demandent bien où elle est. Quant à la police, ils ont fait appel aux techniciens en scène de crime quand ils sont rentrés dans l'appartement de Maria. L'appartement est bien rangé, aucun désordre, aucun signe de lutte. Il n'y a pas d'alcool, ni de drogue, ni de sang. Pour eux, s'il s'est passé quelque chose, ce n'est pas là. Ils interrogent ensuite les amis et les collègues de Maria. Mais ils ne trouvent rien, aucun suspect. Elle n'avait aucun petit ami, elle se consacrait uniquement à son travail. Et durant les semaines qui passent, les policiers et la famille n'ont aucune information sur Maria. Personne n'appelle. Elle a disparu, personne n'a rien vu, elle s'est volatilisée. Les policiers décident d'attendre. Parce que déjà, ils ont demandé un ordre à la cour pour réquisitionner tout le contenu de l'ordinateur de Maria, c'est-à-dire les emails. Et à l'époque, cela prenait énormément de temps. Les policiers espèrent que Maria est partie sur un coup de tête, comme des milliers de personnes qui disparaissent à Manhattan à cette époque-là. C'est l'époque aussi où un certain Rudy Giuliani n'est pas encore l'avocat de Donald Trump, mais plutôt le maire de New York. Et durant son mandat, Manhattan va changer. Cette ville deviendra plus sûre, plus attractive. Le tourisme recommence, la criminalité baisse. Le monde entier se tourne vers la grosse pomme et certains voudraient y croquer dedans. Cette atmosphère électrique, cette sensation que l'argent est à portée de main pour tous, est un immense terrain de jeu pour les arnaqueurs. Et Dean Faylo en fait partie. Dean Faylo est né le 31 août 1959 dans le New Jersey. C'est un bel homme, d'origine italienne. Il a un regard charmeur. Il plaît aux hommes et aux femmes. Il s'inscrit à l'université de Polytechnique, au New Jersey, mais il ne finit pas ses études. Il n'est pas diplômé. À la place, il préfère travailler pour son père, dans une entreprise de construction, parce qu'il y a un avantage. Pratiquement tous les chantiers sont à Manhattan. Et Dean adore être là-bas. En 1988, alors que Dean a 29 ans, il est engagé pour agrandir un spa, le moderniser, dans un quartier chic de Manhattan. Le propriétaire, Michael Hart, de suite s'amourache de Dean. Et c'est réciproque. Les deux se mettent ensemble. Ils partent le week-end aux Hamptons, dans la maison de Michael, et pendant la semaine, ils font des fêtes. Ils sont invités partout. Ces soirées sont grandioses, chères et n'en finissent plus. Michael voit dans Dean une personne douce, agréable, intelligente et sociale. Et il se dit qu'il pourrait l'engager dans son spa. Actuellement, Michael cherche un technicien laser pour son spa. Il souhaite proposer l'électrolyse à ses clients, une nouvelle technique d'épilation permanente. Le spa de Michael est plus un salon d'esthétique. Il s'appelle La Plage. Il propose des massages thérapeutiques, mais aussi des traitements esthétiques légers pour le corps. Et donc, il pense que l'électrolyse serait un très bon investissement. Dean est d'accord. Et il passe son certificat pour être technicien laser. Dès ce moment, il travaille pour Michael. Il a sa propre salle et il passe ses journées à épiler
des hommes ou des femmes. Et quelques mois après, Dean, qui avait un œil sur une belle demeure victorienne, décide de l'acquérir. Elle se trouve dans un quartier huppé de la ville de Newark, dans le New Jersey. Cette demeure appartenait à une très grande cantatrice du début du siècle. Il y a quelques rénovations à effectuer, mais Dean est capable de s'en charger. Et dans cette demeure, il y aura des soirées somptueuses. Le couple n'arrête pas de faire la fête. Michael, qui habite dans le centre de Manhattan, passe pratiquement toute sa vie dans la belle demeure victorienne de Dean. Et le champagne coule à flot. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi une drogue très à la mode à cette époque-là. Une drogue issue de la coca. Et Dean en consomme, et quand il fait des fêtes, il en propose. Le couple vivra ce rythme pendant 7 ans. Michael, lui, fait attention, il met de l'argent de côté, l'argent issu de son spa. Mais Dean, il claque tout. En 1995, Michael se sent mal, il se sent faible. Il se rend à l'hôpital et il apprend qu'il a le sida. 4 mois après, il décède. Dean se retrouve alors seul. Et pour épancher sa tristesse, il fait des fêtes. En fait, Dean ne changera pas grand-chose à son rythme de vie, mais il ne peut plus travailler au spa qui a fermé. Donc il prend son laser et il décide de proposer ses services à des cliniques privées, dans des quartiers chics toujours. Et donc il va voir tous les dermatologues qui œuvrent dans des cliniques esthétiques. Et au bout de quelques semaines, il rencontre le docteur Lori Police. C'est un chirurgien esthétique et un dermatologue. Elle a une clinique privée très en vue sur Soho. Et quand elle rencontre Dean, elle est conquise par cet homme. Il a beaucoup d'éloquence et énormément de charme. Elle décide de l'engager. Elle a dans sa clinique privée des salles de libre. Et moyennant un pourcentage de ses bénéfices, elle l'autorise à travailler dans la clinique privée. La coopération avec le docteur Lori Police se passe très bien. Et les clients de Dean l'adorent. Quand il a du temps de libre devant lui, entre 2 patients, il aide le docteur Police. Il l'assiste. Tout se passe bien dans cette clinique et le docteur Police l'apprécie beaucoup. Mais un jour, un matin, il arrive et il fait face à toute l'équipe. Il leur annonce qu'il est sidéen et qu'il va bientôt mourir. Il préfère repartir en Floride avec sa mère pour passer ses derniers jours. Et sur ces mots, il quitte la clinique privée. Le docteur Lori Police dira qu'elle a eu le cœur gros. Elle était triste pour lui. Mais Dean n'est pas parti bien loin. Il n'a pas quitté l'État. Il a juste changé de quartier. Il s'est installé dans l'Upper East Side. Il a loué des locaux et créé sa propre entreprise, Skin Ovation. Mais il ne propose pas que des services d'épilation définitive. Il a augmenté son champ d'expertise. Avec son laser, il peut atténuer les rides, enlever les taches de naissance et même les tatouages. Il a engagé une réceptionniste avec l'accent français et il est le seul employé. Sinon, à part ça, Dean continue à faire la fête. Et un jour, il tombe sur Greg Bach. Dean lui fait envoyer des fleurs. Greg est conquis. Les deux se mettent ensemble. Greg Bach est un designer réputé à cette époque-là. Il a ses bureaux en plein centre de Manhattan. Il a beaucoup de clients. Greg Bach est un homme bon et généreux. Et en 1998, Greg met en location son bel appartement de Manhattan et part s'installer dans la maison victorienne de Dean. Pour Greg, Dean est l'homme de sa vie. Mais quand il vient habiter avec lui, il remarque que tout n'est pas parfait. Dean passe son temps à dormir quand il ne travaille pas. Il peut dormir des journées entières. Et les soirées sont nombreuses et extravagantes. Mais ce qui chagrine le plus Greg, c'est qu'il a l'impression que le comportement de Dean est erratique souvent. Et Greg se demandera même si Dean ne souffre pas de personnalités multiples. Mais pendant ce temps-là, Lori Police, elle, a de gros problèmes avec son assurance. Ils veulent qu'elle se justifie sur des prescriptions qu'elle a faites. Ces prescriptions concernent un médicament qui est rarement donné par un dermatologue. C'est un spray nasal. Mais ce médicament-là est une substance contrôlée parce qu'à l'intérieur du spray nasal, il y a de la morphine à un haut dosage. Ce médicament-là, qui est assez fort, est utilisé d'habitude en post-opératoire de chirurgie ORL, sinus-nez. Il peut être prescrit aussi pour des mal de tête. Mais c'est très rare parce que ce spray peut entraîner de très fortes addictions. Or, ça fait plus de 3 ans que ce médicament est prescrit à la même personne. Et quand le docteur Lori Police voit le nom de la personne, elle n'en revient pas. C'est Dean Fayot. Elle comprend alors qu'elle s'est fait avoir. Il a dû lui voler des blocs de prescription et depuis il les utilise.
Elle appelle la police, elle s'est fait arnaquer, elle s'est fait voler. Et quelques jours après, Dean est arrêté. Il est accusé de faux et de possession de substances contrôlées. Il plaide coupable et il reçoit 3 ans de conditionnel, de probation. Mais surtout, il doit aller dans un centre de désintoxication pendant 6 semaines, à ses frais. S'il ne peut pas, il part en prison. En apprenant ça, Greg est déçu. Il savait que Dean avait des penchants pour la cocaïne, mais il ne savait pas qu'il était accro à la morphine. Mais il ne veut pas le laisser tomber parce qu'il a un problème. Donc Greg l'aide à payer son avocat, son amende, mais aussi la cure de désintoxication. Greg, en tout, prêtera à Dean 50 000 $ et tout sera notarié. Mais Greg est content parce que quand Dean ressort de la cure de désintoxication, il a l'air en forme, lucide. Il n'a plus de comportement erratique. Et puis, il a l'air décidé, déterminé à se consacrer à son travail. Mais ça, c'est la vision de Greg. Parce que lui, Dean, il sait qu'il est sur la paille. Son entreprise n'a pas tourné pendant 6 semaines et il n'a pas du tout l'intention de changer son rythme de vie. Donc, pour accroître ses bénéfices, sur sa carte de visite, il rajoute de nouveaux services. Skin Ovation peut maintenant enlever les névus et toutes les lésions suspectes. Ces actes sont bien mieux rémunérés. Et très rapidement, des clientes se présentent à lui. Ils sont là pour montrer des grains de beauté, des taches suspectes sur la peau. Ils ont tous peur d'un diagnostic de cancer. Ces personnes croient clairement avoir affaire à un médecin. Mais surtout, ils imaginent qu'après l'ablation des lésions suspectes, tout part en analyse. Mais ce n'est pas le cas. Dean n'est pas un médecin. Il ne peut pas envoyer des spécimens comme ça en pathologie. Donc, il les jette. Mais même si ces spécimens sont jetés à la poubelle, il facture ses clients, qui eux se croient être des patients. Et quand il rappelle pour avoir les résultats, le docteur Fayot a toujours de bonnes nouvelles. Au bout de quelques mois, un médecin généraliste, le docteur Roy Géronimus, qui officie pas loin, commence à recevoir des patients de Dean. Ils viennent chez lui suite à des complications, notamment des cicatrices très grosses. Il décide de se renseigner sur ce soi-disant dermatologue. Et il ne trouve rien à ce nom. Il s'aperçoit qu'il n'est inscrit sur aucun tableau à aucun ordre des médecins. Pour lui, cette histoire est vraiment bizarre. Il décide de contacter les médias. Une journaliste décide d'enquêter sous couverture et de se rendre dans le cabinet du docteur Dean. Elle se fait passer pour une patiente qui souhaite montrer un grain de beauté qu'elle trouve suspect au-dessus de la lèvre. Elle vient avec une amie qui tient la caméra. Et durant la consultation, elle arrivera à lui faire dire qu'il est médecin. Et ça, c'est un crime. La fraude est filmée. Cette émission passera le 4 octobre 2002 sur les ondes et le 8 octobre, Dean est mis en état d'arrestation. Il est accusé de pratique de la médecine sans licence. Et même si Greg n'arrive pas à comprendre ce qui arrive à Dean, il décide quand même de le soutenir. Et encore une fois, il paye ses avocats 7 000 $ et aussi 10% de la caution, c'est-à-dire 5 000 $. Dean est libre en attendant son procès. Et dès cet instant, dès qu'il sortira de prison, après que Greg ait payé sa caution, toutes les décisions que prendra Dean seront mauvaises. Il pense encore pouvoir s'en sortir. Il ne veut toujours pas changer son train de vie. Il mérite cette vie faste, tous ses plaisirs. Dean vit dans l'instant présent. Et comme il n'a pas d'argent, qu'il a beaucoup de dettes, il doit en tout 85 000 $ à Greg. Mais aussi, il a 3 mois d'hypothèque non payée. Il n'a plus de cabinet non plus, mais il lui reste son laser d'électrolyse. Et même s'il a un ordre de la cour comme quoi il n'a plus le droit de d'utiliser un laser, il se dit qu'il pourrait quand même un petit peu. Et donc il a l'idée de louer l'appartement d'un ami, pendant que cet ami est au travail. Dean change l'adresse sur sa carte de visite, et donc Dean reprend ses activités illégales, et il ne dit rien à personne. Même Greg n'est pas au courant. Lui, Greg, ce qu'il fait, c'est qu'il se penche sur l'état financier de Dean. Et il arrive à une conclusion. Dean ne peut pas garder sa maison. Il faut qu'il s'en débarrasse, qu'il la vende. Il ne pourra pas continuer à payer l'hypothèque quand il sera en prison. Et Dean, à contre-cœur, accepte. Ils embauchent un agent immobilier
qui vient inspecter la maison. Il conseille à Dean de faire quelques réparations. Greg ira acheter du ciment et tout le matériel pour que Dean puisse le faire. Et fin mars 2003, quand la maison est rénovée, elle est mise en vente. Et de suite, ils trouvent un acquéreur. Ils doivent quitter les lieux à partir de mai 2003. Pour Greg, c'est une bonne nouvelle. Dean pourra rembourser ses dettes et il aura de l'argent pendant qu'il sera en prison. Il pourra aussi se payer une très bonne défense pour son procès. Et en attendant, les deux pourront vivre dans son appartement à Manhattan, qui est spacieux et très beau. En plus, Dean a réussi à trouver un accord avec le procureur. Au lieu de 4 ans de prison, il n'en ferait que 6. En échange, il abandonne sa licence de technicien laser et il promet de ne jamais travailler dans le médical ou le paramédical. Pour Greg, Dean s'en sort bien. Mais Dean ne voit pas les choses comme ça. Il ne pense pas, par exemple, à arrêter de travailler dans sa clinique illégale. Non, il continue. Et le 13 avril, il a un rendez-vous à 3 heures de l'après-midi avec une certaine Maria Cruz. Et elle se présente, comme prévu, à 15 heures dans son soi-disant cabinet. Maria Cruz a un problème, une maladie qui n'est pas dangereuse, mais qui l'handicape dans son travail. Elle souffre d'une langue noire vileuse. C'est quand les papiers qu'on a au-dessus de la langue se gorgent d'hémoglobine. Résultat, la langue a un aspect noir, foncé. Et ses papilles ont une excroissance. Donc on a l'impression qu'elle est poilue. Et ça gêne énormément Maria. La seule conduite à tenir, c'est de desquamer la langue, de la gratter, d'enlever toutes les cellules mortes. Quand elle a envoyé un email au docteur Dean, qu'elle lui a annoncé son diagnostic, il lui a dit qu'il pouvait traiter avec son laser de manière définitive cette maladie. Maria était extrêmement contente d'apprendre cette nouvelle, soulagée. Et donc elle a pris rendez-vous avec lui. Et avant le rendez-vous, il lui envoie les instructions par email. Il lui explique la procédure. Il va endormir sa langue en injectant un produit anesthésiant. Cette procédure est simple et non douloureuse. Il n'oublie pas de préciser dans son mail qu'il veut être payé 400 $ en cash. Il n'accepte pas les chèques. Durant cette procédure, Dean utilisera de la lidocaïne. C'est un anesthésiant local, largement utilisé, qui est très peu toxique. Bien sûr, comme tout médicament, il faut l'utiliser avec les bons dosages. Après avoir installé Maria sur la table opératoire improvisée, il la rassure. Et puis, il lui injecte le produit dans la langue. Quelques secondes après, Maria a les yeux qui se révulsent et elle se met à convulser. On ne saura jamais s'il s'est trompé dans les dosages ou si elle a fait un choc anaphylactique. Mais Dean va courir vers le téléphone. Il appelle le premier généraliste qu'il trouve dans l'annuaire. Il lui dit qu'il est avec une personne qui convulse. Il ne sait pas quoi faire. Le généraliste lui dit d'appeler le 911. Dean dit alors que la personne est en train de reprendre conscience, que tout va bien, et il raccroche. Le médecin ne sait pas d'où vient l'appel et Dean ne s'est jamais identifié. Il ne pourra pas venir en aide à Maria. Mais dans la pièce avec Dean, Maria a arrêté de convulser, mais elle n'a pas repris connaissance. Elle est en train de mourir. Dean réfléchit, il ne sait pas quoi faire. Et bien sûr, il a une idée miraculeuse. Pas pour sauver Maria, non, pour sauver ses fesses. Il prend une vieille valise qu'il avait et il met Maria dedans. Maria était toute petite. Il porte cette valise jusqu'à son SUV et il rentre chez lui, dans le New Jersey, dans sa demeure victorienne qui vient d'être vendue. Il met la valise dans le garage. Le 1er mai, quand il est temps pour Greg et Dean de quitter la demeure victorienne, Dean annonce à Greg que leur couple ne marche plus et qu'il préfère arrêter là. Sur ce, il tourne les talons et s'en va. Greg reste en plan, tout seul. Il ne comprend pas ce qui vient de se passer. Mais il a bien compris qu'il ne reverrait pas la couleur de son argent. En octobre 2003, Dean doit se présenter en cour. Le juge doit valider l'accord qu'il a fait avec le procureur. Mais ce jour-là, il n'y aura que son avocat. Lui, il ne vient pas. Le juge émet un mandat d'arrêt et le détective Brian Ford se charge de l'affaire de Dean Feyo. Quelques jours après, Greg est appelé. Le juge lui demande de payer la caution de Dean, les 90% restants, soit 45 000 $. Et Greg n'a pas le choix de payer.
Quelques heures après, il est contacté par Brian Ford. Il veut tout savoir sur Dean. Et Greg se fait un plaisir de lui raconter tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Et il expliquera 2 points importants. Il dira que le dernier mois où il a vécu dans la demeure victorienne, il y avait des odeurs bizarres. Il a cherché plusieurs fois dans le jardin pour voir s'il n'y avait pas un chat mort. Ça sentait la charogne. Et puis, quelques jours avant de partir, plus rien. Plus d'odeurs désagréables. Et la deuxième information qui retient l'attention de la police, c'est quand Greg dit qu'un jour où il est rentré plus tôt du travail, fin avril, les travaux étaient finis, mais pourtant il a vu que Dean était en train de cimenter le sol du garage. Il est allé vers lui pour savoir ce qui se passait, et là, Dean, surpris, s'est mis à s'énerver. Il lui a dit de partir, qu'il ne voulait plus le voir, de le laisser tranquille. Il l'a laissé, et après, son humeur est revenue à la normale. Et après cet entretien, juste après, le détective Brian Ford reçoit un appel de l'unité des personnes disparues. Son confrère veut savoir s'il connaît un dermatologue du nom de Dean Feio. Parce que dans l'enquête sur Maria Cruz, quand les emails sont revenus, ils ont retrouvé une correspondance avec Dean Feio. Cet homme avait rendez-vous à 15 h avec Maria le jour de sa disparition, le 13 avril. Ils l'ont cherché et ils ne le trouvent nulle part. Il n'a plus de cabinet en ville, ni d'adresse d'habitation. Et le détective Ford leur répondra que il pense savoir où est Maria Cruz. Le 18 janvier 2004, les policiers, avec l'accord du propriétaire, creusent le garage de la maison victorienne. À quelques centimètres sous le ciment, ils trouvent un sac poubelle noir. À l'intérieur, une grosse valise. Et dans la valise, c'est bien le corps de Maria Cruz. Ses parents pourront enfin l'enterrer. En quelques jours, la trace de Dean est retrouvée sur les vols allant au Costa Rica. Le jour même de la vente de la maison, il a utilisé sa carte de crédit pour s'enfuir vers le Costa Rica. Là-bas, il a pris une des plus belles chambres d'un palace et il se fait appeler docteur. Et en février 2004, quand la police du Costa Rica le met en état d'arrestation, il est en maillot de bain, une bière à la main, au bord de la piscine. Dean est surpris. Le Costa Rica mettra 15 mois pour l'extrader et le 16 octobre 2006, il comparaît devant la justice américaine. Dean plaide coupable de meurtre au second degré sur Maria Cruz. Il a une sentence de 20 ans de prison. En janvier 2022, il est sorti. Il travaille maintenant comme homme à tout faire dans une épicerie de Manhattan. Et quelques mois après sa sortie, il a accepté de faire une interview. Ce qui ne m'étonne pas vraiment. Il dira qu'il ne peut pas donner d'explication, parce qu'il n'en a pas. Il ajoute qu'il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il ne pense pas à Maria ou à sa famille. Et aussi, il se demande pourquoi il a été aussi lâche. Il espère ne plus être la même personne. Et d'après moi, et ça c'est mon avis, Dean semble avoir beaucoup de traits narcissiques et psychopathiques. Il utilise son charme pour manipuler. Il a un manque d'empathie flagrant. Sa vie n'est faite que de mensonges qui l'aident à avancer. Il souhaite avant tout être reconnu comme quelqu'un de grandiose. Il fait des soirées où il dépense son argent sans compter. Il voulait qu'on le remarque, qu'on fasse attention à lui, qu'il soit au centre de l'attention. Pour atteindre ses rêves fantaisistes de gloire, il est prêt à écraser tout le monde. Ses amis ne sont là que pour être utilisés par lui. Sinon, ils ne servent plus à rien. Dean, même s'il ne voulait pas tuer Maria Cruz, la chose la plus importante pour lui, c'était de ne pas perdre son train de vie. Il vivait pour l'instant présent, il ne vivait que pour lui. Et voilà, c'était l'histoire triste de Maria Cruz, qui elle aussi avait un rêve. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que vous ne connaissez pas cette histoire. Et sinon, en attendant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager beaucoup d'amour dans la journée. À plus tard. Son confrère veut savoir